Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, il s'est passé deux choses extrêmement marquantes cette semaine. La première chose, et on va le voir en deuxième partie de vidéo, c'est que le signal baissier, on en a eu deux dans l'histoire au cours des 20 dernières années. On a eu le troisième au mois de septembre, le signal de marché baissier sur les bourses, sur les actions, est en train d'être invalidé. Donc on a un mois d'octobre qui était attendu comme étant catastrophique, avec notamment le signal de top départ de bear market du mois de septembre qui est en train d'être invalidé. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les cours, hein, c'est la psychologie des investisseurs. Donc moi je suis là pour vous expliquer quand on est dans des zones charnières comme ça de changement de régime, et bien là on est potentiellement en train de l'invalider. Donc je vais vous expliquer ça en deuxième partie de vidéo. Mais ça c'est quelque chose de très positif dans le sens où peut-être que la contraction de liquidité a peut-être vu le cycle de contraction de liquidité est peut-être à la fin de son cycle et que ça pourra libérer notamment un bull market sur le marché des cryptos début 2023 et potentiellement on n'aura pas de marché baissier si fort que ça sur les actions et qu'on est voilà, le pire est derrière nous plutôt que devant nous. Donc ça nous ouvre quand même de belles perspectives là, ce qui s'est passé donc sur le SP500 et les différents indices américains. Et la deuxième chose, c'est que sur le Bitcoin, peut-être qu'on a enfin touché notre bas de bear market. La semaine dernière, je titrais la vidéo « Le Bitcoin nous prépare quelque chose ». Et ce quelque chose, il est arrivé, hein, il n'a pas tardé, hein, dès mardi, le quelque chose est arrivé. Et on va en discuter dans cette vidéo et vous allez voir en quoi c'est quelque chose de très positif pour les cryptos et comme quoi, en fait, la contraction de liquidité à laquelle on a assisté au cours des derniers mois, qui a impacté le marché des cryptos et le marché des actions, et peut-être sur la fin. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, vous allez voir, c'est très intéressant, surtout quand on est dans des zones charnières comme ça, c'est très intéressant d'analyser ça. Analyse du Bitcoin. Donc, je vous l'expliquais la semaine dernière, nous étions dans une situation où un potentiel mouvement à court terme pouvait se mettre en place, donc un mouvement assez significatif. La direction est celle qui était grosso modo attendue, puisque souvenez-vous, hein, cet énorme triangle que je vous ai dessiné là, ici en bleu, là, avec cette partie de ping-pong entre ces deux bornes de triangle, est celle qui est nécessaire avant de voir émerger un nouveau bull market. Et comme on a fait moins 80%, on va dire que là, on est quand même sur une zone où on peut construire. On peut construire le niveau pour... c'est un petit peu comme si on était tombé. On est en train d'encaisser la chute avec nos muscles des jambes. On encaisse. Une fois que c'est encaissé, on peut commencer à redonner de l'impulsion pour repartir vers le haut. Et bien, si vous voulez, là, c'est un petit peu comme si on était en train d'encaisser la chute et que là, ça y est, on avait trouvé le sol et que là, on pouvait commencer à redonner de l'énergie au sol pour reprendre une impulsion. Donc, vous voyez, cette énergie, il faut la construire et la dissiper sur plusieurs mois dans ce qu'on appelle une large base, une figure de retournement qui est celle d'un triangle idéalement. Hein. Et donc là, au cours des dernières semaines, donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on avait très peu de volatilité, notamment là on est sur de l'hebdomadaire, mais je vous avais montré ça en journalier, on va aller voir ce qui se passe en journalier. Donc là ça c'était annonciateur tout simplement d'un mouvement. Donc mouvement soit vers le bas, donc à nouveau une chute, soit vers le haut, auquel cas on serait dans la construction de cette large base de fin de bear market. Donc ça ce serait vraiment le scénario idéal. Donc là vous voyez cette semaine on est parti vers le nord. Donc ça veut dire que potentiellement, on va aller chercher vers le haut de ce triangle. Haut du triangle, vous voyez aussi qu'on a la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire qui va servir de zone de résistance, qui sera à la fois donc la zone de résistance dynamique, mais à la fois aussi le haut d'une potentielle large base. Alors là, je vous ai mis ça sous forme de triangle. Peut-être ce sera un triangle, peut-être ce sera une large base, peut-être ce sera autre chose. C'est juste pour vous donner une indication sur le comportement attendu du Bitcoin si on est vraiment sur le bas de cycle. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe en journalier. On va aller disséquer un petit peu l'histoire. Donc, comme expliqué la semaine dernière, on est sur un actif qui est extrêmement volatile et on a un break de volatilité hors du commun. Vous voyez que là, les bandes de Bollinger se sont aplaties pendant
entre le 11 octobre et le 24 octobre. Donc là, on avait vraiment un niveau de volatilité qui était minimal et on avait un pivot qui était clairement défini ici par le haut. Donc on a eu la cassure mardi 25 octobre, validation de la cassure mercredi 26 octobre. Donc là, typiquement, hein, c'est un mouvement qui devrait partir assez vite, assez fort vers les niveaux de résistance. Je vous rappelle, niveau de résistance, on l'a sur l'unité de temps supérieure avec la bande de Bollinger supérieure et potentiellement ce gros triangle qui est en train d'être formé. Maintenant, si on repasse en journalier, vous le voyez, ce canal baissier là qui est clairement, qui est très propre. Hein, alors, je vais enlever les bandes de Bollinger. Comme ça, on a vraiment la structure chartiste. On a ce beau canal avec cette belle dynamique baissière. Et là, potentiellement, on est là sur la zone de résistance. Donc, si on commence à franchir ce canal baissier, ça voudra dire que si on regarde juste l'unité de temps en journalier, on est en train de changer de régime. Peut-être que on serait à la fin de ce fameux bear market et que voilà, la gravité qui était plus vers le sol va changer. On va pouvoir peut-être commencer à latéraliser pour ensuite rebondir. Ça, c'est exactement le scénario que je défends depuis pas mal de temps en hebdomadaire. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Hein. On est toujours dans cette même logique de moins 80%. Donc en espérant qu'on ait trouvé le plancher du bear market. Et si c'est le cas, il va falloir qu'on latéralise pendant plusieurs mois et que, idéalement, courant 2023, début de l'année 2023, on ait le breakout et que là, on puisse se retrouver dans un nouveau régime de marché haussier avec plein de belles choses à venir sur le marché des cryptos. Donc, affaire à suivre. Mais là, pour moi, cette semaine, là, ce qui s'est passé cette semaine, vu qu'on a une contraction de la volatilité et qu'on a pris le breakout vers le haut, on devrait monter assez facilement et assez rapidement vers le haut du triangle. Et ça, c'est tout simplement annonciateur d'une structure large et long terme de fin de bear market. Donc, affaire à suivre. Allez, concernant l'or cette semaine, donc l'or coté en euros, rien de très intéressant. Je vais vous passer sur le graphique mensuel puisqu'en fait, on est en réalité à une séance de la fin du mois d'octobre, puisque lundi 31, donc lundi soir, on aura clôturé la séance mensuelle. Donc là, sur leur côté en euros, on est toujours dans cette petite consolidation. Donc vous voyez, en mensuel, on va voir ce qui se passe. Mais là, pour le moment, c'est toujours dans la logique d'une consolidation. Et sur le GLD, donc l'or coté en dollars, on est toujours dans la cassure de ce support avec un potentiel de baisse de l'ordre de moins 10% qui correspond en fait au potentiel de hausse du dollar face au panier de devises à l'international. Je vous le rappelle, le potentiel de hausse, il est de l'ordre de, voilà, on était à moins 8%, on est à plus 8% de hausse. Donc là, par rapport au niveau actuel, ce mois-ci, on a un petit peu stabilisé. Voilà, on a à peu près plus 10% à prendre sur le dollar face aux différentes devises du monde entier. Donc, par effet ricochet, par symétrie, à moins 10% sur leur côté en dollars, puisque le dollar pourrait se renforcer de 10% par rapport au système monétaire mondial, donc, dont l'or fait partie. Donc voilà, rien de plus. Je ferai une analyse peut-être un petit peu plus poussée la semaine prochaine sur l'or. Analyse du SP500 avec une très belle semaine de hausse. Donc ça y est, on arrive en hebdomadaire, ici, vous le voyez. 2 semaines de hausse, on arrive sur une résistance dynamique intermédiaire qui est la moyenne mobile à 20 semaines. Sur un excès, on peut aller chercher ce que je vous ai dessiné ici, probablement la bande de Bollinger supérieure qui devrait elle continuer à redescendre et qui sera une zone de résistance dynamique. Donc ça, c'est vraiment à court terme le max du max que l'on peut apercevoir. Si on passe en journalier, on va regarder du point de vue du chartisme, donc je vais carrément supprimer, cacher les bandes de Bollinger. Vous voyez que du point de vue du chartisme, on a un canal baissier comme ceci. On a ici une épaule, tête, épaule qui est inversée. Donc c'est une structure de retournement à court terme et que tout simplement en prenant l'amplitude de cette épaule, tête, épaule inversée et en la reposant par-dessus la ligne de coup, le pivot, on obtient là une zone de résistance, une zone d'amplitude maximale aux alentours de... Alors combien ça nous fait en pourcentage? Alors depuis le pivot, ça nous fait à peu près 9% et depuis les niveaux actuels, ça nous fait à peu près 6-7%. Donc vous voyez que cette zone-là, toute cette zone-là, en fait le haut du canal associé à un petit gap ici qui a été ouvert pendant l'été, pendant le mois d'août, c'est vraiment une zone de résistance qui est relativement forte. Donc là, si on a un excès aussi à court terme, on va avoir du mal à passer ce point dur. Et vous voyez que ce point dur là, autour des 420 sur le SPY, sur l'ETF SPY,
correspond, je vais remettre les bandes de Bollinger, voilà, à la bande de Bollinger supérieure. Hein. Donc là, elle est pas encore... c'est moi qui l'ai dessinée en bleu, hein, mais elle devrait à peu près se comporter comme ceci. Donc ça devrait être la zone là, à court terme, hein, la bande de Bollinger supérieure des 420. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une convergence de signaux, que l'on soit sur du chartisme pur, en journalier, en cachant les bandes de Bollinger pour voir vraiment la structure chartiste, ou sur du dynamique en hebdomadaire en affichant les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'on a exactement la même zone, hein, de convergence de résistance. Donc voilà, à court terme, si on rebondit jusque sur ces niveaux-là, ce sera une très bonne chose. Mais après, ça va être compliqué de passer la zone. Hein. On peut aller chercher encore un petit peu plus loin, vous le voyez, hein, on a une énorme résistance autour des 430. Mais voilà, on sera vraiment sur des zones d'excès à court terme. Donc ça, c'est le scénario court terme. On est dans un scénario de rebond avec un excès qui peut aller chercher la zone des 420, voire 430, hein, en hebdomadaire. Ensuite, maintenant, concernant le signal à très très long terme, qui, je vous le rappelle, a été lancé le mois dernier. Donc, vous voyez, septembre, on avait cassé la bande de Bollinger inférieure sur le SP500, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq. Et je vous rappelle que ces signaux, à chaque fois dans le passé, hein, ici en février 2001 et ici en juin 2008, ont lancé un marché baissier. Donc là, il faut vraiment prêter attention à ce signal-là. C'est quelque chose qui, sur le long terme, nous signale potentiellement un changement de régime. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, on va tout de suite aller faire un moins 30 ou un moins 44% en l'espace de quelques jours. Ça veut simplement dire que, attention, là, potentiellement, on passe d'un bull market qui a à chaque fois duré plusieurs années, voire, vous le voyez ici, hein, le bull market entre mars 2009 et le haut du bull market décembre 2021, ça a été 12 années de bull market. Potentiellement, là, on est en train de changer de régime et on peut assister à une grosse purge. Donc ça, ce signal, hein, du mois dernier, il est toujours présent, il est toujours là. Actuellement, on est à une séance de la clôture du mois d'octobre. Donc, la clôture du mois d'octobre est en train d'invalider de manière éphémère, ponctuellement, le signal ici. Hein. Ça veut dire que là, on est revenu clôturer en dessous du support qui était passé résistance. Hein. En gros, ce pivot-là, tant qu'on est au-dessus, ça invalide à court terme le scénario d'un marché baissier. Mais par contre, si dans les 2 ou 3 prochains mois, on reclôture en dessous, hein, ce pivot-là, qui est aussi la zone de la bande de Bollinger inférieure, on repartira dans la logique d'un marché baissier. Vous voyez, on est vraiment là, pile poil. Hein. Ça arrivait, comme je vous le répète, hein, mais 2 fois en l'espace de plus de 20 ans. C'est la 3e fois. À chaque fois, il faut garder la dynamique on est sur une zone charnière. Si on clôture en dessous de cette zone charnière en mensuel, il faut qu'on adopte une nouvelle image à long terme qui est celle d'un marché baissier. Et si on clôture au-dessus de cette zone charnière, on repasse dans une logique de marché haussier ou en tout cas de range market avec un rebond vers le haut de la bande de Bollinger. Je sais que dans les commentaires, j'ai eu des remarques qui me disaient « Oui, en gros, tu dis tout et son inverse ». Moi, je suis pas devin, hein, je suis pas Madame Irma, personne n'est devin sur les marchés financiers. Je vous explique juste comment lire la psychologie des foules et comment, pendant ces périodes charnières, rester flexible. Donc, on n'est pas là pour prévoir ce que vont faire les marchés, on est là pour donner un scénario avec plus de poids. Donc, le scénario avec le plus de poids ici, c'était celui d'un régime baissier, donc marché baissier, alors même que le scénario avec le plus de poids depuis mars 2009 était celui d'un marché haussier. Donc, vous voyez, c'est juste... On essaie de garder un scénario global, hein, dans son esprit. Et quand on est dans un moment vraiment charnière comme en ce moment, il faut avoir la souplesse d'esprit de se dire, voilà, là on a le signal de baisse, ça arrivait 2 fois auparavant en plus de 20 ans. Là, il est invalidé. Peut-être que le mois d'après, il sera à nouveau lancé. Donc là, si ce mois-ci, donc dans un jour, il est invalidé, très bien, notre esprit repasse en mode partie de ping-pong, c'est-à-dire bas de range vers haut de range avec une image de fond de bull market. Et si au mois de novembre ou décembre, on reclôture en dessous, hein, de ce pivot, hein, et de la bande de Bollinger inférieure en mensuel, notre esprit, il faudra lui allouer l'image de marché baissier. C'est tout. L'idée, on n'est pas là pour spéculer sur les indices, on n'est pas là pour prendre des positions sur les indices, on est simplement là pour avoir une image du comportement de la psychologie des foules.
Et ensuite, après, nous, quand on spécule, là, c'est des choses qui sont complètement différentes. C'est ce qu'on a vu sur le Bitcoin. On cherche des scénarios où on a une tendance de fond qui est très clairement définie, ou une contraction de la volatilité, on a un breakout qui nous donne clairement la direction à court terme et qui est celle que devrait suivre l'actif à moyen long terme, puisque si l'actif était dans un marché haussier à moyen long terme et qu'à court terme il a extrêmement contracté sa volatilité et qui repart dans la dynamique de fond, donc qui fait un breakout vers le haut, et bien là on peut prendre le trade. On sait qu'on aura à court terme un trade qui sera très vite neutralisé et un potentiel à moyen terme qui sera beaucoup plus important que la perte qu'on est prêt à accepter sur le trade. C'est vraiment comme ça qu'on doit structurer son activité de spéculation, et certainement pas sur des ça va monter, ça va descendre, j'achète, je vends dans tous les sens. Non, non. On attend que toutes les planètes soient alignées, on trouve un setup avec une disproportion, une asymétrie entre le risque et le potentiel de gain. Et ce genre d'asymétrie, il n'y en a pas tous les 4 matins. Il y a des cycles pendant lesquels il y en a pas mal. Et il y a des cycles pendant lesquels il n'y a rien. Mais en général, ce sont des concentrations d'opportunités pendant certains cycles. C'est pour ça qu'il faut savoir rester cash et sur la défensive pendant les mauvais cycles, et qu'il faut savoir être offensif pendant les bons cycles, en saisissant plein d'opportunités, en ayant un mindset, un état émotionnel qui est frais, c'est-à-dire on ne s'est pas fatigué pendant les mauvais cycles, et où notre compte de bourse affiche tout simplement 2, 3, 6 mois, 2, 3 trimestres où le compte de bourse n'a absolument pas progressé, où il est resté en mode veille, et après on est prêt pendant le bon cycle à allouer ce compte de bourse pour saisir les bonnes opportunités. Donc là, typiquement, vous voyez, ce mois-ci, dans un jour, si on est toujours au-dessus du pivot, chose qui est très probable, eh bien notre vision des marchés sera à nouveau celle d'un range market, à savoir partie de ping-pong du bas de range vers le haut de range. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette dynamique psychologique, c'est parce que peut-être que vous êtes en train d'essayer de prendre des positions en vous basant sur des prédictions. C'est pas du tout le but du jeu en bourse. Partez vraiment du principe que vous aurez raison une fois sur deux, donc tort aussi une fois sur deux, mais que quand vous avez raison, il faut avoir raison beaucoup plus fort que quand vous avez tort. C'est juste le but du jeu. Les vraies règles du jeu, c'est ça. Les vraies règles du jeu, c'est pas d'avoir raison 90% du temps. Non, c'est juste d'avoir raison même. Allez, on va dire 40% du temps, mais quand on a raison 2 ou 3 fois plus fort que quand on a tort. C'est juste ça la bourse. Donc il faut apprendre à détecter les différentes phases de marché, quand est-ce qu'on a les probabilités, les espérances de gain avec nous, quand est-ce qu'elles ne sont pas avec nous. Et pour cela, tout simplement, c'est l'image que l'on donne à notre cerveau. Donc là, le mois dernier, c'était une image de marché baissier. Ce mois-ci, on repasse au-dessus, donc c'est une image de range market avec un fond de bull market à moyen terme, puisque ça voudrait dire que tout simplement le bull market qui a débuté depuis la crise des subprimes n'est pas remis en cause, et qu'au contraire on pourrait même assister à un effet élastique, c'est-à-dire un effet de rebond relativement fort. Donc affaire à suivre en tout cas. Voilà, ce mois-ci on repasse au-dessus. Si le mois d'après, si novembre on est toujours au-dessus, ça voudra dire qu'on est vraiment dans une situation de retournement de tendance à court terme, et que la partie de ping-pong, elle devrait repartir vers le nord. Et là, à ce moment-là, sur nos screeners, on devrait retrouver à nouveau des opportunités qui vont remplir nos screeners, et des choses intéressantes pour pouvoir spéculer avec un money management de range market et non pas un money management de bull market. Je vous rappelle qu'en bull market, on est beaucoup plus agressif qu'en marché en range, et quand on est en marché baissier, on est littéralement cash, ou si on veut un petit peu s'amuser, on peut prendre des positions à la baisse sur certaines grosses actions très liquides, mais avec un money management qui est extrêmement défensif. Bon, tout ça, de toute façon, tous ceux qui sont dans l'école, vous allez apprendre à faire tout ça cette année. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu l'email, je vous ai envoyé un email hier avec la grande conférence sur les émotions, comment prendre le contrôle de ses émotions en trading, et littéralement un système de trading basé sur ses émotions. C'est dans votre espace de formation. L'email est parti hier, et puis mercredi prochain il y a un grand live qui concernera donc questions-réponses sur cette conférence. Donc voilà. Avant de nous quitter, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur ma liste de contacts privés, donc ma mailing list, sur laquelle je partage avec vous des anecdotes perso, des recommandations. Quand il se passe des choses sur les marchés, j'en parle. Donc voilà, ça se passe vraiment en privé, en dehors de YouTube et du blog. Donc si vous n'êtes pas inscrit,
sur ma mailing list, le lien est en description, vous allez tomber sur cette page, vous laissez votre meilleur email, vous confirmez derrière, vous allez recevoir un mail automatique, vous confirmez. D'ailleurs, dans ce mail automatique, il y a mon livre, mon livre que je vous offre au format PDF, et ensuite vous pourrez comme ça recevoir les petites communications secrètes qui se passent entre la communauté et moi, et c'est aussi un excellent moyen de dialoguer en privé. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit en rapport avec ces emails, n'hésitez pas à répondre directement aux emails, je vous répondrai ou la team vous répondra au mieux. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve samedi prochain.